Bonjour. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'association La PRT de m'avoir invité à animer un cas lors des 31e journées scientifiques annuelles. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont inspiré à travers leur affiche. Moi, j'adore Marrakech. Je ne suis pas originaire de Marrakech, mais j'adore cette ville et particulièrement cette place, Jemaa el-Fna, qui réunit. Ça me rappelle toujours aussi le service où je travaille, qui est les urgences pédiatriques, où tout le monde se réunit. Et voilà. Donc, j'ai un seul cas clinique et je l'ai nommé Histoire sans fin, avec une question. Ça pourrait être fin, c'est-à-dire c'est fini, et ça pourrait être fin avec un S, c'est-à-dire des objectifs, que je laisserai à la fin pour qu'on puisse discuter ensemble si vous voulez. Donc, avant de commencer mon histoire, parce que j'ai décidé de faire une histoire à la Jemaa el-Fna pour dérouler mon cas clinique, et je remercie professeur Assem Walid qui a beaucoup travaillé pour ce malade, qui est nouvellement recru aux urgences pédiatriques. Je ne pouvais pas ne pas le remercier parce que c'est important. Donc, je commence par deux histoires, et c'est important, parce qu'il résume comment je vois la vie, comment je vois les urgences pédiatriques, comment je vois la médecine. Et le holistique, est-ce que quelqu'un peut imaginer, bon, le petit poussé, ça va de soi, mais la première, qui saurait qu'est-ce que c'est? Oui? Hein? Bekar, oui? Est-ce que quelqu'un est inspiré? Moi, j'adore les charades. Et les casse-têtes? C'est lent. Il y a la première lettre du personnage important et il y a l'instrument de ce personnage important. Et c'est de la mythologie grecque. Il est important pour qu'on puisse être de bons médecins. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fil d'Ariane? Donc Ariane, qui était obligée d'être fiancée au Minotaure, attendait son bien-aimé pour qu'il la sauve. Mais sauf que son bien-aimé devait passer par un labyrinthe. Et c'est elle-même qui avait laissé le fil d'Ariane pour qu'il puisse la suivre. Et donc, c'est un peu faire confiance à l'autre, aller sans rien savoir, faire confiance au futur, à l'inconnu, mais faire surtout confiance à une autre personne qui est au bout du fil. Cette personne, en général chez nous, c'est le patient, parce qu'il a tous les atouts pour nous offrir des indices pour suivre la pathologie et savoir ce qu'il va de soi. Le petit poussé, par contre, est-ce que vous savez pourquoi il est important et pourquoi je pourrais éventuellement l'utiliser comme image? Très bien, et parce qu'il est intelligent et il suit la raison. C'est quelqu'un qui n'est pas très intuitif, mais il va et il met des petits cailloux. Et c'est lui qui va agir. Donc la médecine que je veux, ou que j'imagine, c'est une médecine holistique, où il y a à la fois intuition et il y a raison. Et c'est la voie du milieu, où on a les deux. Voilà, je commence par ça. Et donc, il était une fois, dans un service pas très très loin, un service qui ressemble à d'autres, mais qui est unique aussi. Un service qui est ouvert à tout le monde, avec un grand cœur, comme le grand cœur de ceux qui y travaillent. Ils gardent toujours le sourire, même quand ils sont débordés de travail et trouvent le temps pour bien gérer et en même temps s'amuser. C'est la voie du milieu. Donc, un jour, ou peut-être une nuit, un doc qui était de garde va recevoir notre héros de ce jour. Et il s'appelle fils de Badia pour le moment. C'est un nouveau-né de sexe masculin. Il est âgé 11 de vie, issu d'un mariage non consanguin. La mère est âgée de 30 ans et pourtant elle a 4 enfants. C'est lui le 4e. On imaginerait le petit poussé, sauf le chiffre qui n'est pas exact. La grossesse était mal suivie, malheureusement, comme dans beaucoup des cas dans notre pays. Il n'y avait que des échographies et encore heureux. Un bilan fait seulement d'un groupage et de VDRAL et TPHA qui était négatif. L'accouchement était médicalisé dans un CHR. Je ne voulais pas écrire le nom et puis après je me suis dit je fais un peu de tourisme pour notre région et visiter le Qala. Moi d'ailleurs j'ai jamais été mais ça me donne envie d'y aller. Et puis dans la lettre de transfert il y a dit asphyxie périnatale avec riz retardé mais pas de sarnate,
pas d'informations qui peuvent guider un peu celui qui va recevoir aux urgences de ce qui se passe. Donc, il a été pendant 11 jours hospitalisé à ce service et il a écrit mis anti-thérapie uniquement. Donc, si vous étiez de garde aux urgences, à quoi vous penseriez? Détresse respiratoire. Ou peut-être même, c'est après que je vais vous montrer une vidéo. Détresse respiratoire néonatale, pour elle, elle ne régresse pas à J11 de vie. On ne sait pas la quantité d'antibiotiques qu'il a reçu. C'est-à-dire, mettez-vous à la place d'un médecin de garde qui reçoit une lettre, mais sans les détails. Il n'y a rien. Il n'y a ni bilan envoyé, ni radiothorax envoyé. Il y a le patient avec une lettre de transfert. Voilà. On examine le malade et comme un bon urgentiste, nos résidents et nos internes sont entraînés à d'abord évaluer rapidement le patient. Il est au circuit rouge parce qu'il est en détresse respiratoire néonatale et passe directement en consultation de pédiatrie. Et puis une évaluation rapide selon la BCDE, comme à l'accoutumée aux urgences pédiatriques, où on va vérifier les voies aériennes supérieures, il n'y a pas de sécrétion, il n'y a pas de corps étranger. On va évaluer la respiration. Et donc, on trouve qu'il a des signes de lutte respiratoire avec un tirage susternal, tirage intercostal, un tirage sous-costal, une fréquence respiratoire quand même à 70 cycles par minute, une saturation à l'air libre à 82% et des râles ronflants bilatéraux. Le patient était dans une ambulance, mais l'oxygène n'était pas bien mis. Donc, c'est juste pour dire comment on reçoit parfois les patients. Par moment, on a un anesthésiste avec, par moment, on reçoit juste la maman ou le papa avec. Pour la circulation, il n'y avait pas de marbrure, un temps de recoloration inférieur à 33 secondes, c'est-à-dire il était stable sur le plan circulatoire, il était conscient, il était tonique, et il se laissait consoler par sa maman, et puis il avait des réflexes archaïques qui étaient présents, dans le réflexe de succion. La glycémie était normale, et une température qui était normale aussi, heureusement pour lui. Heureusement pour lui, parce qu'il n'était pas réchauffé. Voilà, et donc le reste de l'examen était normal. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Il y a 11 jours. À vrai dire, j'ai triché, c'est pas vraiment 11 jours. Parce que j'ai pas envie de mentir, mais voilà, vous allez j'ai pas envie de dire la durée qu'il va rester aux urgences pédiatriques, mais je vais pas dire quand même combien de temps il est resté chez nous. Mais là, c'est à la moitié. Voilà. Non, non, pas 2 mois, pas encore. Pas encore, non, non. Alors, je ne peux pas dire la fin tout de suite. Alors, on y va. Donc, c'était une détresse respiratoire chez un nouveau-né à J11 de vie, déjà hospitalisé dans une autre structure, avec une asphyxie périnatale, on ne sait pas. Il y avait des signes de déshydratation à l'admission, ça, je ne mens pas. Sous oxygène, elle se corrige. Non, tension artérielle normale aux 4 membres, il n'y a pas de pincement de différentiel. Les diagnostics à évoquer d'abord. Ben oui, qu'est-ce que vous penseriez si vous étiez de garde? C'est typique, c'est-à-dire que c'est le basique, quoi. Parce que là, on ne fait que entrer. Il faut penser à... Très bien, non contrôlé. Très bien. Nisha, la radio. C'est la même chose qu'a demandé... Voilà la radio, sonde en place. Pas vraiment. C'est parce qu'il y a asymétrique. En fait, c'est une radio plus ou moins asymétrique. On a recontrôlé avec les radiologues. Et d'ailleurs, je vous montre une autre radio. Comme ça, vous pouvez interpréter les deux en même temps. C'est le même malade. Oui. En fait, c'est l'asymétrie qui faisait la chose. Non, c'est la même radio. Mais ce qui dérange, c'est là.
comme l'atrésie de l'œsophage éventuellement, l'atrésie... Oui. Et là, est-ce qu'on a éliminé des choses? Voilà. Mais déjà, cliniquement, on devrait avoir des signes cliniques. Très bien. Mais là, ça n'oriente pas vers grand-chose, cette radio. Vous êtes d'accord? C'est surtout la détresse respiratoire. Voilà, elle n'aide pas. Très bien, je suis d'accord. Donc la même chose. Ah oui, Ousseda. Et les fondamentales sont en place. C'est-à-dire même aux urgences, c'est sont en place quand on a des nouveau-nés. Même à 11 jours. Abdominal, voilà. Même à 11 jours, on fait la radiothorax sonde en place parce qu'il y a des patients qui peuvent échapper et parce que le pédiatre qui a envoyé le malade n'a envoyé aucune radio. Donc c'est une radio de plus pour le patient, il n'en avait pas besoin. Donc voilà. Très bien, toutes les malformations, il n'y avait rien. Donc là, après bilan biologique, j'imagine. Ça, c'est le problème des urgences. On n'a pas de gazométrie. On n'a pas de gazométrie. Malheureusement, comme on est un service qui est ouvert et que tout le monde va chez la maman pour piocher ce qu'il a envie de piocher, ben on se retrouve avec des SAP qui ne sont plus au service, on se retrouve avec plein de médicaments qui ne sont plus au service. Mais bon, on fait avec. La maman est toujours comme ça. Donc, on demande un bilan biologique quand même avec 10 000 de blanc. Oui. Voilà. La CRP est positive. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est une infection néonatale qui a échappé, c'est un germe qui ne répond pas à la céphtriaxone éventuellement. On ne sait pas si c'est une infection nosocomiale non plus. Mais on a tenté de commencer par le plus bas. On a commencé par l'antibiothérapie, antibiothérapie, céphtriaxone, gentamicine. On a fait rebelote parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait pris à l'autre hôpital. Et là, c'est un problème aussi. Parce que normalement, on devrait être dans la continuité du soin, on ne devrait pas être dans la discontinuité. Et ça, c'est le fil d'Ariane aussi. C'est important, nous travaillons ensemble. Ionogramme était plus ou moins normal avec la déshydratation, hypernatrémie, juste on a réhydraté le patient et je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Il a toujours sa détresse respiratoire. Oui, ça va, on doit attendre la fin de l'histoire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? شوية كيما تنتقصوا حنايا. Alors après? Ah, déjà 7 minutes. Qu'est-ce que vous voulez? PCR. Elle était négative. Les hémocultures négatives. Oui, elle était normale, elle était à 50. PCR. Même la natrémie, elle était corrigée, elle était correcte. Très très bien, j'attendais ça. Parce que soit une cardiopathie congénitale associée, soit comme on a eu une asphyxie périnatale associée ou éventuellement l'infection pulmonaire qui a persisté, on pourrait avoir une hypertension artérielle pulmonaire. Non cyanogène. Oui. Était normal. Mais est-ce que ça élimine une HTAP? Non. Ça n'élimine pas l'HTAP. Et ça, c'était notre hantise, c'est de passer à côté d'une HTAP secondaire à l'asphyxie périnatale ou éventuellement à cette infection qui a persisté. Donc, on a demandé le TT. Je m'excuse, j'ai pas toutes les images, parce que là aussi, par moment, on n'a pas les images. Mais elle était sans anomalie et on fait confiance à nos chers maîtres et collègues. Ah oui. يا قلت لك ما تهضرش السي حسن يا اتفقنا ما تهضرش السي حسن. Non, tu as raison. C'est un point très important à signaler parce que c'est ce qu'il fallait chercher dans le tirage. Parce que je vais vous donner autre chose. Donc le tournant. Quoi? Les cocoronaires normales. Le tournant, c'est que à vrai dire, la pédiatre qui avait envoyé le patient, c'est ça j'ai omis de le dire, c'est juste pour les daroura chéria, c'est qu'elle disait que le patient pendant les tétés s'étouffait. Mais chez nous, il ne s'étouffait pas pendant les tétés. Mais par contre, une externe avait rapporté qu'il y avait des sons bizarres la nuit, par moment pas. Et qu'il désaturait pas la nuit. Problème laryngé.
Elle a pensé à la fistule. Mais pas que les tétés, parce que pendant les tétés, on avait des tétés qui étaient normales et on avait des tétés qui étaient anormales. Très bien. Donc, voilà. Donc, et en passant, un jour, on a eu la chance d'assister pendant la visite à cet épisode d'asphyxie et de détresse respiratoire. Il ne t'était pas. Et il s'asphyxie. لا ماشي على غنقومالاش وعلاش كتخليوني نحرق المراحل Il vous reste 4 minutes. parce que effectivement l'amour n'est pas facile. Il a le tirage, mais si vous remarquez, vous allez voir, on a trouvé une masse ici qui va augmenter de volume quand il est en détresse respiratoire. Et donc, oui, on s'est dit peut-être que c'est ça la cause. Mais pourquoi par moment oui, par moment non? Donc, on avait trouvé les nouveaux éléments, c'était la masse latéro-cervicale droite, l'apparition intermittente d'un stridor, par moment cornage, wheezing parfois. C'est un malade qui était bizarre, oui. 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 C'était molle. C'était molle. Rénitant. Et puis, il avait la relation avec la position. C'est ce qui était un peu bizarre. C'est que par moment, à certaines positions, ça donnait une détresse respiratoire avec cette masse qui augmentait de volume, et par moment, non. Et ça entraînait aussi toutes ces... Voilà, très bien. Mais laquelle? Voilà, c'est la question. Moi, j'aimerais bien que vous soyez avec moi parce que vous m'aidez énormément. Donc, on fait l'échographie, on se dit peut-être c'est l'ectasie de la veine jugulaire interne. Oh là là, je suis déjà à 2 minutes. Oui. C'est pas suffisant. On fait un bilan de retentissement avec l'écho-doppler des troncs supra-aortiques qui étaient sans anomalie. Et on fait le TF pour la surfrance parce qu'il y avait une hypoperfusion. Là, je fais rapide parce que c'est rapide. Oh là là. Je passe directement. Avec l'ectasie, on a demandé à faire un scanner avec l'équipe de radiologie. Donc, on a demandé un scanner. Et oui, et la surprise, et c'était ça le fil, voilà, c'est pas un arc, en fait c'était une masse, c'était un aspect de kyste qui obstruait les bronches et qui comprimait la carène, et c'est pour ça que la position, quand il changeait de position, on avait cette asphyxie, et qu'on avait le sang, par moment on n'en avait pas. Oui, non mais vous allez voir. Voilà, donc après ce scanner, on va chercher si c'est effectivement au niveau de la trachée ou c'est extérieur à la trachée, ça comprime. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander par la suite? Il faut savoir que déjà, on avait demandé en premier un avis d'ORL, il n'y avait pas de laryngomalacie, c'était parmi les premières choses. Mais on va faire, vous voyez là, il y a un aspect filiforme aussi de la trachée. Est-ce qu'il n'y a pas de trachéomalacie associée? Il y a la compression. Donc, quand je suis devant une trachéomalacie, je vais faire directement. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais demander une bronchoscopie. Une bronchoscopie rigide, bravo. Mais là, la broncho, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, on entre, il n'y a pas de changement de calibre de la trachée, donc on n'est déjà pas vraiment devant une trachéomalacie. Et tout doucement, vous allez voir cette masse-là, qui est translucide, qui est au niveau de la carène. Elle paraît vasculaire, mais c'est l'examen de suite qui va nous dire est-ce qu'elle l'est ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Effectivement. Donc c'est la masse et elle obstrue les bronches et parfois même les bronches lobaires. C'est pour ça qu'on a cette symptomatologie qui est en train de changer de position. Voilà. Et donc, on finit par une IRM thoracique parce qu'on ne peut pas se décider. Et l'IRM thoracique, elle est pour un kyste bronchogénique à localisation au niveau de la carène. Mais ce n'est pas ça le problème.
Là, on a déjà résolu pas mal de problèmes. Le problème, est-ce que c'est pulmonaire ou c'est médiastinal? Et donc voilà, les urgences pédiatriques étaient tiraillées entre est-ce que c'est les ORL qui prennent en charge ou est-ce que c'est les chirurgiens pédiatres qui vont prendre en charge? Est-ce que c'est une trachéocèle ou kyste bronchogénique? Ben, il faut savoir que on est resté pendant un bon moment entre faire l'IRM et il faut savoir que pour faire l'IRM, faire la bronchoscopie, il fallait des réanimateurs qui soient courageux pour le faire. Et donc je les félicite, je les salue d'ici. En même temps, c'est difficile d'avoir des accords pour des patients comme ça. Donc voilà, oui, rapidement. Donc pendant ce temps, et ça, j'ai pas le temps je vais prendre juste 30 secondes parce que ça me tient à cœur. Pendant ce temps, la maman, et on est tous, la visio ne veut pas se charger, et c'est tant mieux parce que ça va heurter les âmes sensibles. La maman vivait tout le temps avec un patient, avec un enfant qui risquait de mourir. Et c'est elle qui changeait la position de son enfant. Ça, c'était triste. Autre chose, c'est que cet enfant-là, il avait un regard particulier. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir son grand regard chercher la maman pour lui donner de la force. Et la maman qui évitait son regard parce qu'elle était en détresse, elle ne savait pas comment guérir l'enfant. Et ça, c'est quelque chose... Ben oui, elle a regardé, moi je vais pleurer tout de suite. Donc au final, qui est le winner? C'est la CCI. Et donc, heureusement, je ne vous dis pas combien de temps il est resté chez nous, peut-être des semaines, peut-être mois, ça dépend, je ne dirai pas, mais finalement, il passe en chirurgie. La mouslache. Non, il n'en a pas, il ne sait pas trop moi. Enfin, c'est au milieu, quoi. Et donc, il passe en chirurgie pédiatrique la veille on avait la fête de l'Eid, il est passé en chirurgie pédiatrique, on commence la visite le lendemain, et la maman vient en pleurant, parce que le bébé a fait un malaise la nuit, et il a été hospitalisé en réanimation. Et moi, ce qui me va droit au cœur, en fait, c'est que ce nouveau-né a voulu mourir dans la dignité. Il a voulu passer dans un service et il voulait passer en réanimation. Et donc, ça m'a touchée. Et qu'il soit resté tout ce temps. Les urgences pédiatriques ne travaillent pas toutes seules. C'est un milieu qui accueille, mais qui en général devrait avoir des places en amont. Tout le monde, on galère tous. Je jette vraiment pas la pierre à un service ou à un autre, c'est un système. Mais dans un système, on travaille ensemble. Peut-être cet enfant a échappé à ça. Et donc, je dis là les deux images, et c'est la réponse à ma question. Est-ce qu'on est comme Sisyphus, qui est condamné à monter tout le temps un rocher jusqu'en haut de la montagne et refaire encore une fois et refaire encore une fois la même chose dans la souffrance? Ou bien est-ce qu'on peut utiliser notre imagination et créativité pour trouver d'autres moyens? Ou est-ce qu'on peut porter ce poids avec plus de créativité pour adoucir la vie? Et donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie notre équipe.